bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 7 mai. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. Ils l'ont fait, mais il aura fallu 5 matchs. La Roca Team s'est qualifiée pour la deuxième fois de son histoire en Final Four après sa victoire hier au soir face au Barça 85-84. À suivre, le résumé de la rencontre ainsi que l'analyse du spécialiste basket à l'équipe, Sami Sadik. Le chef doublement étoilé Marcel Ravin a troqué le temps d'une journée les cuisines du Monte Carlo Bay pour celles du CHPG. Il a ainsi pu offrir un repas de fête aux soignants. Mémoire et transmission de la cuisine monégasque, voici le nom d'une nouvelle association que nous allons vous présenter dans quelques instants. L'intelligence artificielle au cœur des entreprises, comment l'utiliser, pourquoi, quels sont les intérêts et les avantages. Autant de questions et autant de réponses avec notre invitée, la fondatrice du cabinet BG Conseil RH Monaco, Sophie Brezo-Phillips. La Jeune Chambre économique de Monaco a organisé une soirée dédiée à l'entrepreneuriat. L'objectif, rassembler de jeunes porteurs de projets venus pitcher leurs idées devant un public attentif. Et enfin, nous avons suivi la maraude de la société Saint-Vincent-de-Paul qui distribue les repas aux plus démunis à Roquebrune-Cap-Martin et à Menton. Il aura fallu 5 matchs et un petit point pour départager la Roca Team et le Barça. Le suspense a été insoutenable hier au soir, salle Gaston Médecin pour le match 5 des quarts de finale de l'Euroleague. Et Monaco l'a emporté finalement 85-84. L'ASM qui se qualifie pour le Final Four pour la deuxième fois de son histoire. Le résumé de cette soirée irrespirable dans ce reportage de Frédéric Hélion. Monaco est en train de se faire un nom et une place sur la carte du basket européen. 2 ans après une première apparition, la Roca Team est de retour au Final Four. Un billet composté dans la douleur après un match 5 au scénario dingue remporté d'un petit point mardi soir à Gaston Médecin. Monaco a d'abord subi la folle adresse catalane à 3 points avant de passer devant dans le deuxième quart-temps sur ce putback tout en puissance de Jaron Blossomgame. Mike James, 20 points, 5 passes, marque à 3 points juste avant la pause, 45-39 Monaco à la mi-temps. Willy Hernan Gomez, 16 points, ramène le Barça à hauteur. À partir du milieu du troisième quart-temps, l'écart ne dépassera plus jamais 2 possessions et les 2 équipes vont se livrer un combat incroyable. Mathieu Strazel rentre un flotteur, plus un Monaco, 1 minute 30 à jouer. Le Barça repasse devant grâce à Punter et ses 19 points avant que Mike James ne redonne l'avantage aux siens sur ce drive. 85-84, 55 secondes à jouer. Kevin Punter a la balle de match, mais son tir, contesté par Papagiannis, l'homme du match avec ses 17 points à 100% à 3 points, ne rentre pas. Monaco s'en sort et valide son billet pour Abu Dhabi, un deuxième Final Four en 3 ans. Évidemment de la délivrance, parce que voilà, même si la saison en Euroleague n'est pas finie, c'est tout le travail d'une saison qui s'accomplit un petit peu. Donc voilà, heureux de ne pas avoir échoué là où on a échoué l'année dernière. Donc voilà, surtout dans ce type de match aussi serré, ça a été une délivrance pour nous. On vise gros, on a d'autres objectifs, alors forcément c'est super pour l'organisation, pour le club, ça prouve que voilà, on monte en puissance et j'espère que c'est que le début, mais voilà, on a encore un Final Four à aller jouer et on va faire le maximum pour aller décrocher la plus haute place. Really happy for the organization. You know, the team has not been in the EuroLeague for many years, but it's great for us that we go again to the Final Four. You know, congrats from the first, so the president till the last one of this team who started this project, and especially the first players who came here and believed in this. And everybody did a great job for these 5 games. Barcelona is a great team. They fought great. They have a great roster. I wish them all the best in the Spanish league. But for us, we have to prepare for the Final Four as well. En demi-finale, Monaco retrouvera l'Olympiakos et voudra prendre sa revanche 2 ans après ce 27-2 fatal encaissé dans le 3e quart-temps qui avait brisé tout rêve de titre. Et pour nous analyser cette rencontre palpitante, nous sommes avec le spécialiste basket à l'équipe, Sami Sadik, bonsoir. Bonsoir Fabien. C'était encore un match 5 avec un scénario de dingue, et cette victoire 85-84. Qu'est-ce qui a fait la différence pour la Roca Team ce soir ? Il y a eu tout d'abord un money time extrêmement bien géré, Mike James qui a mis des tirs très importants à la fin, qui a bien géré en fait par rapport à l'an passé où on se souvient de ces dernières minutes contre Fenerbahçe où Eli Okobo avait eu les 2 balles de match, n'avait pas réussi à les mettre, Mike James n'avait pas trop touché le ballon. Là il a pris ses responsabilités, il a distribué, il aurait même pu gagner le match avant puisqu'il
Il fait la passe à Georgios Papagiannis pour un tir qui aurait pu mettre Monaco à l'abri. Mais voilà, il a été important, il le disait en conf de presse à l'instant, il a été vers le panier, il n'a pas décidé de tirer à 3 points tout le temps et d'espérer que ça tombe. Il a vraiment été chercher le match et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Également une bonne défense sur la dernière possession, il y avait 5 secondes, il ne fallait surtout pas faire de faute sur Kevin Punter qui aurait pu gagner le match sur la ligne des lancers francs. Et ils ont bien défendu et voilà, il y a eu ce dernier tir trop court pour Barcelone qui offre le Final Four. Vous parlez de Georgios Papagiannis, est-ce qu'on peut justement évoquer son rôle? C'est assez dingue, il n'a pas joué lors des 4 premiers matchs, et là, il met 17 points en 19 minutes, il a été décisif ce soir. Et c'est la surprise du chef, il n'avait pas joué depuis les 9 derniers matchs d'Euroleague, les 4 de cette série, et Vassilis Spanoulis lui a dit le matin même à l'entraînement, tu vas jouer, il y a eu des problèmes de faute pour Daniel Theis, un peu pour Mam Jaité. Il l'a lancé très vite et on connaît ses qualités, il peut tirer à 3 points, il est extrêmement grand, il va quand même assez vite vers le cercle. Il l'a lancé, ça a tout de suite cliqué avec Mike James, avec les autres créateurs de Monaco. Et en fait, il était lancé, il a été ultra important, il a fini le match. Donc on savait qu'il pouvait jouer à ce niveau, mais il ne l'avait pas du tout montré avec Monaco, il l'a fait au meilleur des moments. Et si on revient sur le déroulé de la série, Monaco menait 2-0 mais n'a pas réussi à conclure en Espagne. Là, c'est un soulagement, c'est une forme de logique finalement de passer ce soir et de se qualifier. Oui, parce que Monaco était, on va dire, supérieur à Barcelone, qui avait énormément de blessés. Yann Vezeli, Nicolas Laprovitola, Juan Núñez, qui avaient moins de rotation, moins de souffle, moins d'énergie. Donc Monaco était vraiment favori. Et finalement avait raté ses occasions mais presque sans combattre. Le match 3, une défense qui était portée disparue, le match 4, un money time raté, donc avait vraiment gâché sa chance et là finalement remet les pendules à l'heure sur ce match 5. Ça a été très serré, ça aurait pu être moins serré si le troisième quart-temps avait été un peu mieux géré, mais ils étaient un petit peu supérieurs sur cette série et finalement c'est logique de les voir passer. Ça fait du coup un deuxième Final Four en 3 ans. Monaco est dans la plus prestigieuse des compétitions européennes depuis 4 ans seulement. C'est une équipe jeune et à ce niveau c'est exceptionnel. On ne peut pas banaliser cette performance. C'est inédit parce qu'on connaît les moyens de Monaco qui a réussi à bâtir financièrement un des clubs avec le plus de moyens en Europe finalement, mais s'ils sont encore en dessous d'autres géants du continent, notamment l'Olympiakos ou le Panathinaikos. Mais aller 2 fois au Final Four, c'est énorme en l'espace de si peu de temps, surtout qu'ils auraient pu en faire 3. L'an passé, ça s'est joué dans les dernières secondes. Ils sont dans le carré ultra VIP du basket européen. Ils sont peut-être pas loin de le gagner. Ils ont 2 matchs pour aller au sommet, aller jusqu'au bout, ce qui serait encore plus exceptionnel. C'est une performance pas à banaliser parce qu'on voit un club comme le Real Madrid cette année qui était abonné au Final Four et qui là a une année un petit peu moins performante. Sanctions immédiates, ils n'y sont pas. Donc c'est énorme de les voir 2 fois en 3 ans au Final Four et là ils ont envie d'aller plus loin que la demi-finale. Dernière question justement, Samy, vous venez de l'aborder, que peut espérer Monaco du côté d'Abu Dhabi? Est-ce que le titre est jouable? Vassilis Spanoulis vient de le dire en conférence de presse, pour lui les 4 équipes ont 25% de chance. Alors il a dit quand même que l'Olympiakos était un favori puisqu'ils ont fini premier de la saison régulière, mais il y aura déjà ce petit supplément d'âme peut-être d'il y a 2 ans où cette demi-finale à Kaunas au Final Four qui avait complètement échappé à Monaco en deuxième mi-temps. Là, l'Olympiakos a une équipe que je trouve encore plus forte qu'il y a 2 ans avec le Evan Fournier, le retour de Sacha Vezenkov. Mais Monaco a sa chance, ils ont battu Olympiakos en toute fin de saison régulière, un de leurs meilleurs matchs cette saison avec une défense énorme. Ils ont été testés sur cette série, ça va peut-être leur servir aussi. Olympiakos a eu une série plus facile face à Madrid et Monaco a dû se battre, a dû aller épuiser au bout pour finalement écarter Barcelone. Donc je pense que ce petit supplément de difficulté sur leur parcours peut faire la différence. Olympiakos a un collectif qui est incroyable, mais Monaco a les individualités, Monaco a le fond de jeu aussi pour lutter et les renverser. Tout le peuple monégasque l'espère en tout cas. Samy, merci infiniment pour votre expertise. Merci à vous. Et le Final Four de l'Euroleague avec Monaco dans les 4 clubs encore en compétition se tiendra, comme vous le savez, à Abu Dhabi les 23 et 25 mai prochains. En football, après la saison du championnat interentreprises, les finales du Challenge Ranier 3 ont été organisées ce mardi au Stade Louis II. Les grands vainqueurs sont les Carabiniers de Monaco qui étaient opposés à la SBM. Résultat final, 3-1. Quant à la finale du trophée Ville de Monaco, il a été remporté par l'équipe Hôpital de Monaco représentant le CHPG, 2-0 face à l'équipe MOI.
Une parenthèse gourmande au cœur de l'hôpital justement, le chef étoilé Marcel Ravin a troqué le temps d'une journée les cuisines du Monte Carlo Bay pour celles du CHPG. Objectif, offrir un repas de fête aux soignants en collaboration avec les chefs de l'établissement. Un reportage de Vanessa Dessy sur des images de Lionel Bernardi. C'est un service pas comme les autres qu'a assuré le chef Marcel Ravin en endossant une toque inhabituelle, celle de chef invité au centre hospitalier Princesse Grace. Pour une journée, le talentueux étoilé du Blue Bay a quitté son restaurant gastronomique pour offrir un repas de fête au personnel soignant. Aux côtés des chefs de cuisine du CHPG, ils ont imaginé un menu à la fois généreux et fruit d'un travail d'équipe et de transmission. C'est notre deuxième édition. Ça fait qu'on s'est servi de la première pour être encore plus performant sur la deuxième. Non, ça s'est passé où, étant donné qu'il y avait eu un grand succès pour la première, avec bien sûr Benoît de Sévelinge et Frédéric Darnay, on a décidé de réitérer l'opération, bien sûr sous la houlette de notre président Stéphane Valéry. Et mes équipes, plus les équipes du CHPG. Et derrière les fourneaux du CHPG, Marcel Ravin a relevé un défi de cœur, concocter un menu savoureux, chaleureux et accessible à tous. Produits frais, touche créole et élégance discrète, le chef a signé une partition culinaire tout en émotion, pensée comme une pause bien méritée pour les soignants. Nous avons travaillé sur une tarte au crabe. À la Martinique, on utilise beaucoup le crabe en gratin. Donc on a fait un gratin de crabe dans une tarte avec un souscaille de concombre. Le souscaille de concombre, c'est un peu comme un ceviche. Et après, nous avons un char de légumes. Donc là, on est plus pour les végétariens, véganes. Puis j'ai voulu faire un plat très ancien qu'on mange dans les familles, très peu dans les restaurants. C'est le fameux dombré. Donc là, on a fait un dombré de homard pour eux. Et côté dessert, nous avons deux desserts. Nous avons une panna cotta coco, qu'on appelle chez nous en l'occurrence le blanc manger, mais avec des fruits rouges, et le Choco Passion, qui est un des desserts signature du Blue Bay. Avec cette initiative aussi généreuse que savoureuse, Marcel Ravin a prouvé que la haute gastronomie peut aussi être un acte de solidarité. En partageant son art avec le monde hospitalier, il a semé bien plus que des saveurs. Et toujours dans le domaine culinaire, à Monaco, une nouvelle association fait son apparition. Mémoire et transmission de la cuisine monégasque. Son ambition ? Sauvegarder un patrimoine souvent méconnu, parfois déformé et tombé parfois dans l'oubli. Entre recettes de grand-mère, archives et transmission intergénérationnelle, Léa Dutrouille et Nicolas Barthes ont assisté à cette renaissance gastronomique lors d'une de leurs réunions à la Maison des Associations. À la Casa di Soci, on ne parle pas simplement de cuisine, mais d'identité, d'une mémoire vivante qu'il faut préserver, transmettre et célébrer. La cuisine évolue et c'est bien naturel, elle s'adapte aux réalités. Mais ce qui est important aussi, c'est que la cuisine que nous avions, héritée de nos ancêtres, est constituée par des produits locaux. Barbadjo, pissaladière, soca, derrière ces plats simples se cache tout un art de vivre, une histoire faite d'ingéniosité, de partage et de tradition qui varie de quartier en quartier. Il est apparu l'idée, au fond, qu'on pourrait se regrouper, enfin quelques-uns, et pour essayer de recueillir le plus possible les recettes traditionnelles, authentiques, de les lier à notre mode de vie, à nos traditions, et ensuite aussi de les faire connaître. Mémoire et transmission de la cuisine monégasque, un nom plutôt long au premier abord, mais qui pourtant affiche une ambition claire, faire reconnaître cette cuisine au patrimoine culturel immatériel de la principauté, voire un jour par l'UNESCO. Des cours de cuisine seront ouverts dès l'an prochain et avec pour mission la transmission par les écoles. L'occasion aussi de montrer ces plats en situation autour d'une table comme ils doivent être vécus ensemble. Une cuisine saine, agréable, sympathique, colorée et qui fait partie de notre vie. À Monaco, la cuisine n'est pas qu'une affaire de goût, c'est un héritage vivant qu'on protège jusqu'au bout. Ce mercredi matin, un petit déjeuner conférence a été organisé au cabinet BG Conseil RH et Communication situé à Fontvieille, aux 2 rues du Gabion. Les intervenants ont pu présenter les avantages d'utiliser l'intelligence artificielle en entreprise et comment être accompagné dans cette démarche. Avec nous, pour aborder ce sujet, la fondatrice du cabinet BG Conseil RH Monaco, Sophie Brézot-Philips, bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Alors déjà, j'aimerais que l'on fasse un constat. À votre connaissance, est-ce que l'intelligence artificielle en entreprise est utilisée ou beaucoup utilisée en principauté ?
Alors, de là à dire beaucoup, je ne sais pas, mais utiliser, oui, de manière soit officielle, soit de manière, je dirais, dissimulée. C'est-à-dire une entreprise qui décide de ne pas utiliser l'intelligence artificielle ou qui n'a pas encore, je dirais, introduit l'intelligence artificielle dans son processus. Mais on voit clairement depuis, pour ma part, ça fait un an et demi que je questionne mes collaborateurs et les managers via, je dirais, mes interventions en formation, et on s'aperçoit effectivement que de manière spontanée, aujourd'hui, les gens utilisent l'IA dans leur job. Comment peut-on l'utiliser justement, cette intelligence artificielle en entreprise, et qu'est-ce que ça apporte ? Alors, d'une part, on peut l'utiliser de manière spontanée pour apprendre des choses, parce que c'est effectivement un outil d'apprentissage très performant. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'humain utilise beaucoup plus l'IA que Google pour avoir des informations. Tout d'abord parce qu'il y a une approche beaucoup plus humaine et que, je dirais, par confort, on n'a pas besoin de faire autant de recherches qu'on peut faire sur Google pour avoir une information pertinente. Oui, parce que c'est l'intelligence artificielle qui fait ce recoupement, en fait. Absolument, absolument. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va justement intégrer cette notion d'analyse que ne fait pas Google, qui va amener, je dirais, des réflexions assez pertinentes. Donc aujourd'hui, et de plus en plus, on va utiliser l'intelligence artificielle au lieu d'utiliser des moteurs de recherche comme Google. Le deuxième point, c'est l'introduction de l'IA dans la transition numérique. C'est-à-dire que l'IA va rentrer dans des logiciels, par exemple des logiciels qui permettent de connecter de la data client, d'accord ? Et l'intelligence artificielle qui va s'infiltrer dans ce genre de logiciel va permettre d'avoir des analyses extrêmement fines qui vont nous permettre de faire, je dirais, de l'excellence en matière d'approche client. Pour préparer cet entretien, j'ai demandé au principal intéressé, à ChatGPT, ce que l'intelligence artificielle peut apporter à une entreprise. Et voici ce qu'il m'a répondu en 6 points. 1. Oui. Automatisation des tâches répétitives. 2. Amélioration de la prise de décision. 3. Optimisation de la relation client. 4. Innovation et personnalisation des services. 5. Sécurité et détection des fraudes. Et 6. Optimisation de la logistique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça globalement ? Complètement. Complètement. Les enjeux aujourd'hui de l'IA, c'est effectivement booster et développer la performance de l'entreprise autour effectivement des sujets que vous venez d'évoquer. Alors, bien évidemment, derrière ça, on a des humains en entreprise et il va falloir justement accompagner l'introduction de l'IA dans l'entreprise pour qu'elle puisse être vraiment à la disposition de l'humain. Donc, derrière ça, il va y avoir forcément une évolution des métiers, une évolution des compétences et grâce notamment, je dirais, à cette automatisation de tâches et cette évolution en termes d'analyse, l'humain va pouvoir libérer des cases temporelles pour pouvoir justement développer ses compétences et puis développer aussi son savoir-être. Je fais notamment référence à ces managers qui aujourd'hui ont une activité opérationnelle extrêmement forte et qui me disent sur le terrain, moi, vous allez beau me parler de leadership ou de communiquer davantage à mes équipes, même si j'en avais envie, je n'ai pas le temps. J'aimerais être effectivement créatif sur certains projets, mais je n'ai pas le temps. Donc justement, l'IA bien cadrée, je dirais, en termes d'éthique et sécurisation, va pouvoir justement amener un certain confort temporel à toutes les fonctions de l'entreprise pour que les métiers puissent justement se développer. Oui, parce que ce qui peut être un peu inquiétant, c'est que l'intelligence artificielle dans une entreprise, c'est forcément bon pour le chef d'entreprise, mais je me suis dit que c'était peut-être pas forcément bon pour l'emploi, parce que finalement l'intelligence artificielle fait tout. C'est une sorte de reconversion que vous êtes en train de dire par rapport aux employés, c'est ça ? Alors, ce que vous dites est humain et j'ai envie de vous dire, c'est ce que j'ai entendu depuis des mois et des mois. Il y a une vraie crainte de la part des collaborateurs, de la part des managers, que cette IA, me remplace mon travail, job. En fait. Voilà. Alors, je veux dire, il faut être effectivement honnête. Il y a des métiers qui vont effectivement disparaître. Mais ça, c'est comme dans toute révolution. Mais d'un autre côté, il y a des métiers qui vont être, qui sont déjà créés et qui vont émerger dans les années à venir. Mais les 3 quarts du temps, il y a une énorme strate de métiers qui vont
exister, mais qui vont prendre de la dimension en termes de compétences. C'est ça qui est intéressant à dire, c'est que je pense que la crainte, ce n'est pas j'ai peur de perdre mon métier. La crainte, c'est se dire, si je ne prends pas le virage de l'IA, je vais être forcément remplacé par des gens qui, eux, ont été embarqués par l'IA. Parce que à partir du moment où l'IA va rentrer, ça va forcément booster je dirais la performance de l'entreprise. Quand on parle de performance, on parle de concurrence, ce qui veut dire qu'une entreprise qui ne prend pas ce virage ne pourra plus être concurrentielle. Et pour finir, en tant que coach en entreprise, quels conseils vous pourriez donner à une entreprise en ce qui concerne justement l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux entreprises, aux chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui nous regardent? Alors en termes de constat, ce que je peux dire, c'est que de mon point de vue, le sujet IA doit vraiment être un sujet de gouvernance et pas forcément un sujet IT uniquement. Pourquoi? Parce que ça touche d'une part effectivement la technologie, mais avant tout, ça va toucher la stratégie et l'humain dans l'entreprise. Donc ça va toucher un petit peu toutes les strates transverses de l'entreprise, notamment technologiques, mais également en termes de savoir-être. Donc je pense qu'avant de démarrer un projet IA, il y a vraiment un vrai sujet stratégique à mettre en place en haut de la pyramide de toute entreprise privée et publique pour se dire, finalement, quelle est la finalité si j'introduis l'IA dans mon entreprise? Et deux, quel cadre éthique et sécuritaire je vais y mettre pour justement ne pas impacter des humains qui font l'entreprise. Sans les humains, on n'est rien. Et deuxièmement, de sécuriser justement le cadre pour qu'il n'y ait pas de fuite de données et de protéger effectivement l'entreprise. Mais écoutez, le message est passé. Sophie Brézot-Phillips, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, merci Fabien. Bonsoir à tous. La Jeune Chambre économique de Monaco a organisé une soirée dédiée à l'entrepreneuriat mardi dans ses locaux au Stade Louis II. Le but, rassembler de jeunes porteurs de projets venus pitcher leurs idées devant un public attentif. Regardez ce reportage signé Christina Petit-Thomel et Thomas Deus. Véritable tremplin pour les entrepreneurs en devenir. L'événement intitulé Pitch Night, organisé par la Jeune Chambre économique, s'est déroulé dans une ambiance à la fois conviviale et studieuse. Les jeunes porteurs de projets y ont présenté leurs idées face à un public curieux et engagé. Un exercice de style qui a permis à ces graines d'entrepreneurs de tester la solidité de leurs projets, de recueillir des retours positifs ou négatifs, l'occasion de peaufiner ainsi leurs propositions. L'idée, c'est de permettre à des gens qui ont un projet d'entreprise de l'expliquer en 3 minutes et ensuite d'échanger avec le public pendant 7 minutes pour récupérer du feedback, pour faire évoluer leur idée et la peaufiner dans l'objectif final étant de les amener au concours de création d'entreprise organisé par la Jeune Chambre en partenariat avec le gouvernement. Le public est composé de tout le monde, c'est vraiment ouvert à tous. Alors nous, au travers du réseau de la Jeune Chambre, on a sollicité des entrepreneurs, des acteurs de la place pour leur dire « venez donner votre avis, aidez ces futurs créateurs, conseillez-les ». C'est vraiment ouvert à tous. Entre créativité, esprit d'initiative et volonté d'entreprendre, cet événement a illustré l'engagement constant de la Jeune Chambre économique à accompagner les jeunes entrepreneurs dans la création d'entreprises et à faire émerger les talents de demain en principauté. À Monaco, la solidarité ne connaît pas de pause. Chaque semaine, des bénévoles de la Société Saint-Vincent-de-Paul se mobilisent pour distribuer des repas aux plus démunis. Soupe préparée par les Carabiniers du Prince, puis saladière offerte par une boulangerie de Menton, sourire partagé. Nous avons suivi l'une de ces tournées à Roquebrune-Cap-Martin et à Menton. C'est un reportage de Vanessa Dessy et Lionel Bernardi. C'est une association caritative discrète mais essentielle qui œuvre depuis des décennies pour venir en aide aux plus démunis. La Société Saint-Vincent-de-Paul est portée par des bénévoles dévoués. Elle incarne des valeurs de solidarité, d'écoute et de compassion. Les missions de Vincent-de-Paul sont diverses. Déjà, il y a 3 conférences. Conférence Saint-Nicolas, où vous êtes aujourd'hui, qui prépare donc les maraudes, qui se font tous les mardis soirs. Les produits que nous distribuons, nous les finançons. Nous organisons des collectes. Nous avons eu une collecte il y a 15 jours à Carrefour, qui nous a permis de collecter beaucoup de marchandises. Les gens ont été très généreux. Nous préparons le mardi matin, les sacs que vous avez ici. Nous préparons des sandwichs, nous préparons
du pain, du lait, enfin tous les besoins que les sans-domicile veulent. Ensuite, nous récupérons de la soupe et des pâtes que les cuisiniers des Carabiniers nous préparent. Voilà, donc notre mission de la conférence Saint-Nicolas, c'est celle-là. Il est 19h entre Roquebrune, Cap-Martin et Menton. Dans de petits squares discrets, un fourgon blanc s'arrête. À bord, des bénévoles de la société Saint-Vincent de Paul. Visage souriant, gestes précis. En quelques minutes, des paniers repas, des bols de soupe et des thermos de café apparaissent. Une boulangerie de Menton offre de plus ses invendus chaque semaine, ajoutant pain et puis saladière à la distribution. Les premiers bénéficiaires arrivent, certains timides, d'autres habitués. Regards échangés, mots simples. Ici, on ne sert pas seulement un repas, mais on offre un moment d'humanité. Lorsque nous distribuons donc les sacs, la soupe, nous leur donnons du café et c'est un moment de partage. Et les gens sont heureux de discuter, on essaie de les écouter et de résoudre leurs problèmes. C'est pas évident parce que c'est des gens qui sont dans la rue depuis parfois de nombreuses années et qui soit n'ont pas de papier, soit ont du mal à trouver du travail et un logement. Donc, mais il y a un échange qui se fait à toutes les marottes. En principauté, la solidarité s'exprime aussi par des gestes concrets. Grâce à ces distributions, chacun retrouve un peu de chaleur et de lien le temps d'un repas. Les photos de fin de journal sont évidemment consacrées à la qualification de la Roca Team pour le Final Four d'Euroleague. Ça s'est joué à 1 point et ce sont des photos de Stéphane Dana. À suivre, la météo de Christine Datomel. On se retrouve pour une nouvelle édition jeudi 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Eh bien, demain, la météo sera mi-figue, mi-raisin. Du soleil le matin, beaucoup de nuages. L'après-midi, des températures assez fraîches puisqu'elles seront comprises entre 11 et 17 degrés. Et puis sinon, demain, nous souhaiterons une bonne fête au Boniface. Boniface est un missionnaire anglais qui a évangélisé la Germanie au 8e siècle et qui est mort en martyr en 754. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.